Le 31 mai 1911, la construction du deuxième paquebot de la société White Star Line est enfin terminée après 2 ans de travaux. Il sera prêt pour son premier voyage 1 an plus tard. C'est le navire le plus luxueux du monde. Il s'appelle Titanic. Tu viens de lire les nouvelles révolutionnaires dans le Daily Herald et décides de t'offrir un voyage sur ce joyau flottant. Tu te rends au siège de la White Star Line à Londres pour t'acheter un billet. Tu obtiens le tarif le moins cher en première classe pour 30 livres sterling. Cela représenterait plus de 4 500 $ actuels. Mercredi 10 avril 1912. Le grand jour est enfin arrivé. Tu dois être à Southampton à 9h30. Les passagers de 3e classe montent les premiers à bord du navire, puis les secondes et les premières classes suivent 1 heure avant le départ du bateau. Les stewards à bord accueillent tout le monde et les conduisent à leur cabine. Maintenant, c'est à ton tour. Le majestueux navire qui se trouve devant toi est plus grand que tu ne l'imaginais. Alors que tu embarques sur le Titanic, le capitaine Edward Smith en personne te salue. Ton voyage va bientôt commencer. Lorsque le paquebot fera escale à Cherbourg et à Queenstown, il y aura plus de 2200 passagers et membres d'équipage à bord qui entameront leur voyage transatlantique. Le Titanic est prêt à appareiller et sur le pont, tu entends les klaxons alors que tu fais tes adieux aux personnes qui se trouvent en dessous. Mais quelques minutes plus tard, tu sens un mouvement de panique sur le pont. Tu cours jusqu'à la rambarde pour voir ce qui se passe. C'est un autre navire qui s'approche trop près. Sur le flanc, on peut lire SS City of New York. Le Titanic vient à peine de quitter le quai, mais on dirait qu'il va y avoir une collision. Le capitaine parvient à s'éloigner de l'autre navire à quelques mètres près. Ouf, on l'a échappé belle. Le navire devrait normalement arriver à New York 1 semaine plus tard, le 17 avril. Mais c'est seulement si les choses se passent bien comme prévu. Le temps est dégagé jusqu'au dimanche 14. En traversant un courant froid, le navire rencontre d'énormes vagues et des vents violents. La nuit est calme mais froide. Le Titanic commence à recevoir des mises en garde d'autres navires au sujet de blocs de glace à la dérive dans les grands bancs de Terre-Neuve. Cette fois-ci, l'immense navire ne continue pas à voyager à pleine vitesse. Au lieu de cela, le capitaine ralentit. Il veut s'assurer que les vigies auront tout le temps nécessaire pour repérer les icebergs en cours de route, même si cela implique d'arriver à New York avec du retard. Il est 11h40 du soir. Le vigie Frederick Fleet aperçoit un iceberg de taille colossale droit devant lui. Il alerte immédiatement le pont. Le premier officier dit au timonier de contourner l'iceberg et le reste de l'équipage doit donc arrêter les machines immédiatement. Tout le monde à bord collabore pour éviter l'obstacle. Mais dans cette version de l'histoire, le timonier ne panique pas. Il tourne immédiatement la roue dans la bonne direction pour s'éloigner de l'iceberg. Un grand nombre de passagers ont déjà été réveillés par l'agitation et les bousculades. Certains se rendent sur le pont en chemise de nuit et en pyjama pour voir ce qui se passe. Quelques-uns jettent un coup d'œil sur le côté droit du navire pour mieux comprendre. Toi et tous les autres, observez ce qui se passe anxieusement en vous agrippant à la rambarde. Le stress et le froid vous font frissonner. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si le Titanic va entrer en collision avec l'iceberg. Il se rapproche de plus en plus. Les gens retiennent leur souffle. Il fait un silence de cathédrale. Et puis, à quelques centimètres près, le navire longe lentement le monstre de glace. Il n'y a pas eu de contact. Aucune fissure dans la coque sur des centaines de pieds de longueur qui aurait permis à l'eau d'envahir les compartiments inférieurs. Tout le monde commence à applaudir et à s'embrasser. Après avoir fait toutes les vérifications nécessaires, le capitaine annonce officiellement que tout est en ordre. Il invite les passagers sur le pont à entrer pour prendre une tasse de thé chaud avant de regagner leur cabine. Tu suis un groupe et tu vois le capitaine qui sort pour aller rapporter l'incident. Il alerte également les autres navires dans l'Atlantique Nord pour qu'ils ralentissent et soient vigilants. Parmi ces navires se trouve le Carpathia. Non, il continue sa route, inutile de venir au secours du Titanic ce soir. RMS Titanic atteint enfin sa destination le 17 avril 1912. Il a 8 heures de retard, mais il est en sécurité. Des milliers de personnes viennent sur les quais de New York pour admirer le plus luxueux navire du monde. Son premier voyage a été couronné de succès. Avant de débarquer du navire, certains passagers échangent leurs adresses pour s'écrire des lettres, comme les joueurs de tennis Richard Norris et Carl Baer. Tous deux étaient à bord du Titanic.
Mais par contre, cette fois-ci, Norris n'a pas passé des heures dans les eaux froides de l'Atlantique Nord à essayer d'aider les autres passagers, risquant de perdre ses jambes à cause de l'hypothermie. Et Bear n'a jamais été sur un canot de sauvetage avec sa petite amie, où il l'a demandé en mariage. Non, cette fois il l'a fait en présence de ses amis et de sa famille, et ils ont tous célébré les fiançailles. Les deux joueurs de tennis ont fini par jouer leur premier match ensemble plus tard, en 1912. Norris est devenu l'un des meilleurs joueurs de sa génération et a remporté la Coupe Davis à 5 reprises. Margaret Brown rentrait aux États-Unis pour voir son petit-fils malade. Dans cette version de l'histoire, elle n'a pas eu à aider les passagers à monter dans les canots de sauvetage et n'est jamais montée elle-même dans le canot de sauvetage numéro 6. Quand Brown descend du bateau, elle court vers son petit-fils. Cette fois, elle n'a pas rencontré les membres de l'équipage, ni le capitaine du Carpathia pour lui remettre une coupe honorifique en argent. Elle continue à mener des actions philanthropiques, mais elle ne sera jamais connue sous le nom de l'insubmersible Molly Brown. Violette Jessop n'a jamais aimé l'idée de naviguer dans l'Atlantique Nord, car elle savait à quel point le temps pouvait être mauvais. Elle était prudente, puisqu'elle venait déjà de survivre à un accident quelques mois plus tôt. C'était sur le navire-sœur du Titanic, l'Olympique. Mais ses amis l'avaient convaincue de rejoindre l'équipage du légendaire navire. Cette fois, elle n'a pas été appelée sur le pont pour aider les passagers et n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 16. Elle a continué à travailler sur le Titanic jusqu'à sa retraite. Cela signifie qu'elle n'a jamais été engagée comme infirmière sur le Britannic. Et en novembre 1915, Jessop n'a donc pas connu le 3e naufrage auquel elle aurait survécu. Le chef d'orchestre, Wallace Hartley, est parti en voyage pour établir de nouveaux contacts possibles en vue d'un futur travail. Mais il a continué à jouer pour divertir les passagers. Cette fois, il n'a pas joué de musique devant une foule en proie à la panique alors que le navire coulait. Il a survécu. Il est retourné chez sa fiancée, s'est marié et a fondé une famille. Il continue à divertir les gens sur le North Atlantic Run. Cette fois, sa fiancée en deuil n'a jamais reçu son violon. Et les souvenirs historiques du Titanic n'ont jamais été vendus en 2013 pour 1,7 million de dollars. Bert Main a rencontré l'amour de sa vie, Quick Baxter, à Bruxelles, alors qu'elle voyageait avec sa mère et sa sœur. Baxter voulait emmener Main avec lui. Alors, il lui a secrètement réservé une cabine sous le nom de Madame de Villiers. Cette fois, il n'a jamais eu à guider sa famille vers un canot de sauvetage. Sa famille a rencontré sa petite amie en descendant du navire et non sur le canot de sauvetage numéro 6. Cette fois, Baxter a survécu. Il est retourné au Canada avec sa petite amie qui n'est jamais reparti seul en Europe. Le neveu de Main ne trouvera jamais dans son placard une boîte à chaussures contenant des souvenirs du Titanic. Dorothy Gibson jouait au bridge ce soir-là avec un couple de banquiers new-yorkais. Lorsqu'elle est retournée dans sa cabine avec sa mère, elle n'a jamais entendu ce long craquement affreux. Et elle n'est jamais montée à bord du canot de sauvetage numéro 7. Et en mai 1912, elle ne tient pas le rôle principal dans un film consacré au fait qu'elle a survécu au Titanic, puisqu'il n'y a pas eu de naufrage auquel il aurait fallu survivre. Elle a ensuite fait de grandes choses et elle a finalement déménagé en France avec sa mère. Dans cette histoire hypothétique, le Titanic a poursuivi sa carrière avec succès. Il est resté le navire le plus luxueux du monde pendant de nombreuses années. Il a fait le North Atlantic Run d'innombrables fois et il a réussi à transporter les passagers et le courrier là où il devait aller. Après 25 ans de service, l'ancien paquebot a été mis au rebut. Un autre grand navire l'a remplacé. Il avait plus d'espace pour les canots de sauvetage et un pont assez grand pour que les gens puissent marcher et jouer. La compagnie White Star Line finira par fusionner avec ses concurrents. Mais cette fois, comme leurs navires n'ont pas coulé, ils ont réalisé suffisamment de bénéfices pour continuer à être prospères. En 1980, la compagnie est devenue une grande compagnie aérienne. Leur premier voyage a été de Dublin à New York. L'avion de la compagnie aérienne a été surnommé Titanic en l'honneur du navire historique. Et cette fois, en 1985, la seule chose que les océanographes trouvent au fond de l'Atlantique Nord, ce sont des coraux, des poissons et des mollusques. Et un assez grand collier de diamants bleus. Attendez, non, juste des morceaux de verre bleu. Pas grave.